C'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. L'invité café de ce mardi 10 janvier n'est autre que le président du MEDEF Polynésie, Olivier Cressman. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors, vous en êtes à votre deuxième mandat en tant que président du MEDEF. J'attaque la deuxième partie de deuxième mandat. Voilà, donc un des gros dossiers pour vous, c'est la protection sociale généralisée, notamment. Les cotisations de toutes sortes ont augmenté les années précédentes pour permettre de financer la solidarité. Les salariés et les patrons participent déjà à hauteur de 75%, ce qui est énorme. À quoi est-ce que vous vous attendez pour 2017? Oh, écoutez, les choses sont à peu près cadrées, hein. On les suit depuis longtemps et ça fait en concertation, bien sûr, au sein du conseil d'administration de la CPS sur les évolutions de taux. Ce que nous attendons désormais, c'est cette réforme qui est essentielle, qu'il faut absolument conduire. Vous l'avez rappelé, 75% de financement par le monde de l'entreprise, c'est juste une aberration. Le monde du travail, je veux dire, en général, le monde du travail, c'est ça qu'il faut prendre en considération, pas seulement dans l'entreprise, c'est tout le monde du travail. Donc nous, aujourd'hui, l'évidence est là, on ne peut pas continuer à ce rythme-là. C'est quelque chose qui pénalise énormément les entreprises en capacité d'investissement et forcément aussi de création d'emplois. Il faut qu'on revienne à une notion d'équité au terme de financement de cette solidarité. C'est l'affaire de tous. On ne peut pas considérer que c'est plus ce travail qu'autre chose. Donc la réforme de la PSG s'inscrit dans ce cadre-là, rééquilibrer l'ensemble, tout en sachant que des grands postes de dépenses demeureront. L'évolution de la population se fait. On le voit bien, les pathologies nouvelles, malheureusement, se font naître. Donc, il faut qu'on ait une capacité de financement beaucoup plus large. Et la réponse est dans la réforme de la PSG avec ce principe d'élargissement de l'assiette. Et je précise encore une fois que l'objectif, c'est bien que toute personne qui a une activité professionnelle en Polynésie française, quelle qu'elle soit, participe à cet effort de la solidarité sur le financement de la maladie. Si on propose encore des cotisations patronales, l'augmentation des cotisations patronales, vous direz non? On ne sera pas content. On sera forcément pas content, et quand on n'est pas content, on s'est exprimé. Aujourd'hui, toutes les forces vives du pays ont besoin d'être ensemble et unies. Ça n'est certainement pas la meilleure réponse qu'on pourrait donner pour nous embarquer dans un effort. Nous sommes conscients qu'il y aura des efforts à faire. Je pense que le monde des salariés aussi. Évidemment, chacun reste à veiller à ce que ne soit pas fait n'importe quoi, mais à un moment donné, il faudra savoir arbitrer. Et l'arbitrage, c'est la raison qui doit le conduire à l'arbitrage, c'est pas autre chose. Il y a la réforme de la protection sociale généralisée d'un côté, mais il y a aussi la réforme du Code du travail pour vous, qui est un dossier aussi important. Où est-ce qu'on en est? Parce que c'est ce qui pourrait aider à créer de l'emploi et à maintenir de l'emploi aussi, selon vous, cette réforme du Code du travail. Oui, bien sûr, la réforme du Code du travail, on a un Code du travail qui est calqué sur celui de la Polynésie, qui est énorme, on n'a pas besoin de ça. On pourrait faire des choses beaucoup plus simples. Peut-être que la première chose à revoir d'ailleurs, c'est cette notion de convention collective qui sont au-dessus du Code du travail. Changer le Code du travail, c'est bien gentil. Ça permet effectivement d'imaginer des choses nouvelles. Sauf que si les conventions collectives, elles, prévoient encore les avantages maintenus, votre changement de Code du travail ne sert strictement à rien. Donc là aussi, c'est un travail de concertation. Il ne s'agit pas de casser les choses pour casser les choses. Il s'agit de revenir à des choses cohérentes avec notre économie. On a un code du travail dans des conventions collectives qui datent de l'époque du CEP. C'était l'opulence, c'était fantastique, on avait des moyens énormes. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc, il faut savoir travailler ça, sachant que si on travaille sur les conventions collectives, je le rappelle, ça ne met pas en cause les acquis de ceux qui ont un emploi, mais ça requalifie les choses pour les suivants. Et c'est certainement là le point important. Parce que la création d'emplois, créer un emploi, c'est prendre un risque. Prendre un risque dans les situations actuelles de certaines conventions collectives, c'est pas raisonnable. Prendre un risque alors que vous avez révisé les choses et que vous faites de telle sorte que les nouveaux entrants sont tout à fait correctement traités, mais peut-être avec moins d'énormes avantages comme les anciens, c'est loin d'être incohérent. Vous pensez qu'on est en période de transition économique, justement, parce que vous me disiez juste avant ce plateau que les politiques se sont enfin rendus compte, ont eu un déclic? C'est pas une transition économique, c'est une transition, je dirais, de vision de projet d'entreprise. Vous savez, ça fait bientôt 3 ans que je passe mon temps à dire que le salut passera par la définition d'un projet d'entreprise au niveau de la Polynésie. Nous ne sommes pas un pays comme un autre. On est une petite unité insulaire, 210 000 habitants. On appelle la ville de Nantes. Donc, on est petit. On doit être capable de s'inventer quelque chose de nouveau. Il n'y a plus de CEP. L'État-providence est terminé. Donc, tout ça étant mis bout à bout. On doit être capable, entre les politiques qui conduisent et qui ont pour métier de conduire les politiques et le monde économique, on doit être capable de définir les choses autrement. C'est ça aujourd'hui la donne. Et j'ai fortement le sentiment, puisqu'il l'a exprimé, que effectivement le président du pays a bien compris ces éléments-là. Il l'a affirmé lui-même. Il souhaite donner la priorité au monde économique, peut-être moins
On parle au défaut du monde social, c'est pas le monde social qui est le défaut, c'est par rapport à une vision politique des choses, par rapport à une approche électoraliste qu'on a connue par le passé. Ça, c'est très bien. On met une croix dessus et on met la priorité à l'économie. Elle est là, la bonne réponse. Et elle passera forcément par un projet commun. Et peut-être que la solution, c'est l'entreprise innovante. Lors des dernières assises du MEDEF, il en était question. Est-ce que ça a été mis en place? Ça va se mettre en place? Ça se met en place. Je vous dirais même que 2016, pour moi, le point de départ de lancement de tout ce qui s'est fait, parce qu'il s'est fait beaucoup de choses en 2016, en concertation avec l'État, avec le pays, avec les ministères, avec les services de l'administration. Le point de départ, ça a été effectivement ces assises qui ont été un véritable succès. D'abord dans leur réalisation, très innovante. Et puis dans l'esprit qui est venu derrière tout ça. Les entreprises sont des entreprises innovantes et veulent aller de l'avant. Mais on peut pas aller de l'avant si on n'a pas de vision. Et je crois que ce qui est très bien sorti des assises vis-à-vis des politiques, c'est donnez-nous de la visibilité, donnez-nous de la stabilité, pas seulement politique, aussi fiscale. Et alors, nous serons en mesure d'être plus efficaces. Et notamment, nous serons, la police française, capable d'avoir une image beaucoup plus attrayante pour les investisseurs étrangers, qui, soyons clairs, quand vous êtes investisseur étranger, vous venez pas mettre de l'argent comme ça pour faire plaisir aux gens dans un pays. C'est que vous avez vraiment le sentiment qu'il s'y passe des choses intéressantes et qu'il y a un potentiel de développement. C'est ça qui est vraiment ressorti cette année. Encore faut-il trouver des investisseurs étrangers, mais la défiscalisation, par exemple, c'est un moyen d'investir localement. Est-ce que vous avez des garanties? Parce que la défiscalisation, c'est un de vos chevaux de bataille. Alors, ça a été le grand combat 2015 et qui a abouti avec la prorogation à 2025. Donc, on va dire sur le plan de Bercy et du gouvernement central, les choses sont établies, même si elles peuvent toujours être mises en cause. Donc, il faut être toujours vigilant. En plus, on va changer de gouvernement. On va changer de gouvernement, effectivement. Mais bon. On a une loi organique, une loi financière qui a été loi de finances qui nous donne jusqu'à 2025, avec un ensemble de choses qui ont été nettoyées, bien faites, et surtout on a différencié les DOM des COM, pacifiques notamment, et c'est une très bonne chose. Alors oui, ça se réalise pas toujours comme on veut, c'est-à-dire qu'on a le constat que Bercy traîne quand même souvent des pieds sur les dossiers. Ça ne semble pas être une volonté politique, ça semble être plutôt du dogmatique. Il y a certains à Bercy qui ont beaucoup de mal à accepter que le financement de l'État puisse apporter un concours dans le développement économique outre-mer. Ça pose peut-être aussi la question de la position d'outre-mer au sein de la nation. Mais en même temps, on voit que les choses se font. Je pense notamment dans le yachting. Vous avez beaucoup de bateaux qui ont été récemment agréés au niveau financement. Je crois qu'il y a 7 ou 8 bateaux pour une société neuve qui arrive. Donc, dans les domaines où on a besoin d'avoir un développement, ça se fait. Pas toujours dans le bon sens. On mélange souvent les entreprises qui ont la capacité de financement avec ceux qui ont besoin d'une aide. Je rappelle quand même que la défiscalisation, il faut que ça tienne 5 ans. Donc on vous demande d'être capable de financièrement tenir 5 ans, et d'un autre côté, on vous reproche d'être trop solide. Donc c'est un peu compliqué. Mais le fait est que ça se développe, et c'est une bonne chose. Et le pays, je le rappelle, a été le premier à faire sa prorogation de défiscalisation locale à 2025, qui a été ensuite suivi par l'État. 2 projets dont vous entendez parler également depuis que vous êtes président du MEDEF, ce sont donc la ferme aquacole de Ho et le complexe touristique de Tahiti Mahana Beach. A priori, ce serait de gros vecteurs de création d'emplois. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez pour ces 2 projets? Eh bien, écoutez, on attend de voir que les grandes annonces de milliards qui ont été faites depuis 2013, si je ne m'abuse, se réalisent. Soyons clairs, Mahana Beach, l'issue auquel on est arrivé était malheureusement quelque chose qu'on prévoyait, parce qu'on voyait bien que l'ampleur du projet, les investisseurs et la difficulté d'arriver à identifier la réalité des flux financiers, parce qu'on savait très peu de choses là aussi là-dessus, nous inquiétait. Au bout du compte, ça ne se fait pas. Je vous dirais franchement, je pense que c'est un mal pour un bien. Parce que simplement, je préfère qu'on ait rien plutôt qu'avoir une dalle de béton et 3 poteaux et plus rien derrière. Donc, ce projet Mahana Beach, il est en redécoupage pour être plus accessible, avec des lots pour l'hôtellerie, pour les salles de sport, pour les salles de spectacle, pour autres sujets qui sont prévus. C'est très bien, mais il faut que ça aboutisse. Et là, c'est TNAD qui pilote ça. J'invite TNAD à rapidement rencontrer les entreprises locales parce qu'il y a des investisseurs locaux pour le faire. AO, écoutez, AO, c'est encore un autre sujet. AO, là encore, beaucoup de milliards annoncés par les gouvernements précédents. Je pense que ce projet-là revient quasiment au gouvernement Temaru, puis Floss, puis aujourd'hui Fritsch. C'est un projet dont on espère bien voir sortir quelque chose. Ma grande interrogation, qu'est-ce qu'il va rester localement en termes d'économie? Quand on voit l'ensemble des exonérations qui ont été accordées pour ce projet, sur les investissements, sur les importations extérieures, création d'emplois, oui, j'espère. On a effectivement une dizaine de jeunes Polynésiens en formation. Un projet de cette ampleur ne peut pas répondre seulement sur une notion de 10 emplois créés, même si ce sont des jeunes formés en Chine. Ça doit être plus large que ça. Et là,
on n'a pas encore vu grand-chose arriver. Dernière question, Olivier Cressman, il nous reste très peu de temps. La cession des terrains militaires a été actée par l'État pour 2017. Absolument. Est-ce que vous pensez que ça va créer de l'emploi? Vous travaillez avec les communes, le CEFI? C'est un dossier qu'on suit depuis très longtemps. C'est une très bonne chose et je félicite l'État et surtout le haut-commissaire Lionel Beffre qui a vraiment conduit les travaux là-dessus. Ça a abouti encore récemment avec ce Vidal. C'est un sujet très important pour nous et nous sommes effectivement depuis 2016 dans un rapprochement très fort avec les communes, pas seulement par rapport au projet des terrains militaires sur lequel nous avons des projets de réalisation à proposer, mais aussi parce que je pense qu'il y a une vraie conscience que le monde des communes et le monde des entreprises sont très similaires. Nous sommes créateurs d'emplois, nous sommes des acteurs économiques et quoi de plus normal que de se parler et d'essayer de travailler ensemble. Et j'ai assisté personnellement au congrès des maires qui s'est tenu à Tairapou à Presqu'île cet été et le rapprochement était très intéressant et je pense qu'on a pris tous conscience qu'on avait beaucoup de choses à conduire ensemble et ça c'est une très bonne chose. Ça a été vu par la politique comme une façon de s'unir un peu contre penser qu'il y avait une union faisait la force, pas du tout. S'il y a une union qui fait la force, c'est pour le développement économique. Et comme disait Michel Rocard, et j'y tiens cette petite phrase, quand vous plantez un arbre, c'est pas en tirant dessus que vous le faites grandir plus vite. Et c'est sur cette citation que l'on va se quitter. Olivier Cressman, président de MEDEF Polynésie, merci d'avoir accepté notre invitation. Et bonne année à tous les auditeurs. Bonne année, on vous souhaite le meilleur à tous les patrons de Polynésie. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.